porte le sac. Si Claude Saé, un retraité de 71 ans, s'est levé de très bonne heure, c'est pour mettre un terme à un long supplice. Je me trompe ou vous boitez un petit peu? C'est la hanche. Oui, ça fait 5 ans que ça dure et maintenant, il est temps de faire quelque chose. Avec sa femme, Claude se rend dans une clinique où il va vivre une expérience inimaginable pour la plupart des Français. Pour qu'il puisse bien remarcher, on va lui poser une prothèse de hanche. Une opération lourde, pour laquelle il va pourtant rester un minimum de temps à la clinique. Ça va, monsieur Saez? Bien, vous? Oui. Bon, vous n'avez qu'à vous plier. Hein. Voilà. On s'occupe du reste. Ok. Allez, à tout de suite. Ouais. Au bloc, l'opération va durer 1h30. Jusqu'ici, c'est normal. Le chirurgien doit d'abord enlever l'os, en faisant en sorte de ne pas traumatiser certains muscles, afin d'atténuer les douleurs post-opératoires. Ça permettra à Claude de se remettre sur pied beaucoup plus vite. Puis, il doit poser une prothèse, cette petite boule ronde, qui va être ajustée au fémur de Claude. Pour le patient, cette prothèse de hanche n'est pas une opération anodine. En général, il faut rester 7 jours à l'hôpital pour récupérer un minimum et repartir sur ses 2 pieds. Mais dans cette clinique, tout va très vite. On a prévu une récupération ultra rapide pour Claude. Pour ça, au cours de l'opération, on lui injecte un antidouleur puissant. C'est un mélange d'anti-inflammatoire et d'antalgique. Alors, quand il se réveille 1 heure après l'opération, Claude se sent plutôt en forme. Il est tout de suite capable de marcher et pourra bientôt ranger ses béquilles. Vous aidez des bras pour descendre, vous freinez, vous claquez pas les fesses. Parfait. Vous êtes reçu. Quelle sensation vous avez là? Je me demande si vraiment le chirurgien m'a opéré parce que je sens rien. C'est impeccable. 6 heures après son opération, Claude va même être mis à On l'épreuve. va commencer par monter. Il doit réussir à monter et à descendre les escaliers. Gauche. Allez, pas trop vite, hein, vous compressez. Le test s'avère concluant. Claude va pouvoir rentrer chez lui sans passer une seule nuit à l'hôpital après son opération. C'est ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Et s'agissant d'une prothèse de hanche, c'est une petite révolution. La clinique de Bayonne est la première en France à le proposer. Pied gauche ensuite. C'est parti. Et là, on retourne à la chambre. Et vous êtes libre. Parfait. Pied gauche. Être opéré et quitter l'hôpital le jour même pour dépenser moins, c'est peut-être ce qui nous attend tous très prochainement. Car aujourd'hui, nous n'avons plus vraiment le choix. En France, il est urgent de réduire la facture de la santé. Car l'assurance maladie est malade de ses déficits. Des dépenses hors de contrôle qui génèrent une perte annuelle proche de 8 milliards d'euros. Bien sûr, la Sécu rembourse un peu moins bien qu'avant. Il faut mettre de plus en plus de sa poche pour des soins dentaires ou des lunettes. Pourtant, notre système de santé reste parmi les plus généreux au monde. Et il arrive souvent que les patients soient très confortablement traités, bien au-delà du strict nécessaire, une vraie gabegie. Faire des économies, c'est donc devenu l'une des priorités du gouvernement de Manuel Valls. 10 milliards d'euros d'ici 2017 sur les dépenses de l'assurance maladie. Ces efforts seront réalisés sans réduire la prise en charge des soins, ni leur qualité. Alors, quelles sont les pistes pour soigner aussi bien, en dépensant beaucoup moins? Parmi toutes celles possibles, nous avons choisi d'enquêter sur 2 des plus prometteuses. Les transports sanitaires, source d'abus et de fraude, et cette fameuse chirurgie ambulatoire censée nous faire économiser des milliards. Quand un hôpital s'y convertit, la différence saute aux yeux tout de suite, comme dans cette clinique de la région parisienne. Monsieur Ronzeau. Ceux qui viennent s'y faire soigner vont de découverte en découverte, comme cet octogénaire, Monsieur Rezeau, venu se faire opérer de la cataracte. Ici, pas de chambre individuelle,
Une infirmière l'entraîne d'abord dans un vestiaire. Il va y enfiler sa tenue pour aller au bloc opératoire. Alors, bien à jeun, pas mangé, pas bu, pas fumé depuis au moins hier minuit. Comme à la piscine, Monsieur Rezeau va se déshabiller dans une cabine, puis déposer ses affaires dans un casier. En 1928, d'accord? Une nouvelle surprise, avant de passer au bloc, plus possible de s'isoler tranquillement avec sa famille. Monsieur Rezeau va prendre place dans un salon de repos, en compagnie d'autres patients. Un peu gêné de s'observer en blouse et Charlotte sur la tête. Vous allez patienter ici, un brancardier vient vous chercher, vous amène pour l'intervention et vous ramène au même endroit après l'intervention. Et vous prendrez une collation. Ok? Merci. Si vous avez besoin des toilettes? Attente collective, entre hommes, avant de partir pour le bloc. Un cadre un peu déroutant pour les patients. Mais ça permet à la clinique de multiplier le nombre d'opérations quotidiennes en n'étant pas limité par le nombre de lits comme ça se passe ailleurs. Pour les brancardiers, c'est un défilé permanent pour emmener les patients au bloc. Du coup, ils réalisent ici 65% d'opérations en ambulatoire, presque un record en France. Bonjour monsieur. 1 heure plus tard, Monsieur Rezeau ressort du bloc. Encore 2 petites heures de repos et il pourra quitter les lieux, là où parfois ailleurs, il serait resté 1 ou 2 nuits. Voilà, terminé. On espère. Tout ce processus low cost génère de grosses économies. C'est d'ailleurs ce que le patron de cette clinique, Nicolas Carrier, au look un peu dandy, est fier de montrer au directeur du groupe. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Donc en fait, sur ces fauteuils, on va placer des patients qui n'ont pas besoin d'être alités. Par contre, un gain de place par rapport à des services d'hospitalisation classiques où pour 4 patients, on aurait été obligé d'avoir 4 chambres. Donc à peu près 4 fois 15 mètres carrés. Aujourd'hui, dans 15 mètres carrés, on peut mettre 3 ou 4 patients. Des salons, mais aussi des espaces qu'ils appellent des box. Pour d'autres patients, venus également se faire opérer en ambulatoire. Voilà. Bonjour mesdames, on peut vous déranger? Bonjour. En mettant 2 personnes dans un même box, ils gagnent encore sur la surface et donc sur le coût immobilier. Bon, ça serait la taille, et c'est même un petit peu plus petit, ça serait la taille d'une chambre individuelle en chirurgie traditionnelle. Donc ici, on va retrouver... Mais ils rognent aussi sur tout le reste. Donc pas de douche, c'est aussi la différence avec les chambres d'hospitalisation, un lavabo et des toilettes. Pas de télé non plus et pas de véritable lit. On va aussi avoir des patients qui sont sur des brancards D'accord, et qui ne sont pas sur des lits. Donc on fait là aussi un gain de place. Ça t'évite après d'avoir à transférer les patients du lit au brancard. Il est directement sur le brancard. Exactement. Aussi, comme ça, Il est directement sur le brancard pour aller au bloc opératoire. Okay. Bonjour mesdames. Toutes ces économies sont possibles uniquement parce que les personnes opérées ressortent le jour même. Et tout le monde s'y retrouve, car la plupart du temps, les patients ne souhaitent pas passer la nuit à l'hôpital. Comme cette dame, opérée de l'épaule. Quand j'aurais digéré l'anesthésie, je serais carrément mieux chez moi. Pour le patient, c'est mieux, et pour la clinique, c'est plus efficient. Donc tout le monde est gagnant. Grâce à la chirurgie ambulatoire, cette clinique est encore plus rentable. Mais si ces 2 managers ont fait ce pari, c'est aussi parce que l'assurance maladie les y incite fortement. Les cliniques et les hôpitaux ne sont rémunérés qu'aux actes médicaux et chirurgicaux réalisés. Et depuis peu, une opération est payée le même prix par la Sécu, quelle que soit la durée de séjour du patient. On a pris 5 exemples, 5 actes avec leur tarif 2014. Vous voyez qu'il y a une stricte équivalence entre le tarif ambulatoire à l'euro près et le tarif en hospitalisation complète. Dans les 2 cas, ils perçoivent la même somme. Mais cela leur coûte beaucoup plus d'argent de garder les patients 1 ou plusieurs nuits. Ça vous fait un surcoût de... Un surcoût qui est de l'ordre de 250 € par jour. Donc pour un patient qu'on peut prendre en charge ambulatoire, on gagne bien plus d'argent que si ce patient reste 7, 10 ou davantage journées hospitalisé. Quand l'ambulatoire se développe, c'est donc tout bénéfice pour une clinique, mais aussi pour l'assurance maladie. Car du coup, la Sécu peut se permettre de réviser ses tarifs à la baisse. Exemple, avec la cataracte, une opération de plus en plus courante en ambulatoire. Il y a 4 ans, en 2010, une cataracte nous était payée près de 900 €. Les tarifs qui sont en vigueur depuis le 1er mars, maintenant c'est 740 €. Donc ça fait une baisse d'à peu près 160 €, donc pas loin de 18%.
Voilà comment l'ambulatoire permet à la Sécu de faire tant d'économies. Mais pour l'instant, la France a encore du chemin à faire dans ce domaine. Elle se pratique à moins de 40% chez nous, contre près de 70% en Suède et même 74% au Danemark. Et si notre pays accuse un tel retard, c'est surtout parce que l'hôpital public est à la traîne. Draguignan, une ville de 40 000 habitants en Provence, et son hôpital. Et ici, comme dans bien des établissements publics en France, la plupart des personnes opérées séjournent un certain temps avant de sortir. Madame Rouvier, ça va? Ça va. Bon, vous êtes prête à partir? Voilà. D'ailleurs, il suffit de faire le tour de ce service d'orthopédie pour se rendre compte que les patients venus pour une prothèse de hanche ne repartent pas le soir même, comme à Bayonne. C'est le cas de cette dame, âgée de 90 ans. Ça va, madame? Vous allez bien? Oui. Alors, c'est le grand jour aujourd'hui. Elle va quitter l'hôpital après 10 nuits, pas vraiment un mini-séjour. Je commande l'ambulance après le repas du midi vers 14h moins. Et je reviens vous voir d'ici là. Bien sûr, la grande différence avec une clinique, c'est que l'hôpital accueille tout le monde, même les patients les plus âgés et les plus fragiles. Et pour eux, pas question d'ambulatoire. Mais pourquoi ne pas la développer plus dans ce service d'orthopédie pour ceux qui sont en meilleure santé? Impensable selon ce chirurgien, le docteur Poitvin, qui n'imagine pas faire sortir le soir même une personne opérée de la hanche. Quelqu'un qui va rentrer à domicile, donc qui a besoin d'avoir retrouvé quand même une autonomie suffisante pour pouvoir se lever la nuit, pour ses besoins, etc. Lui, on va le garder environ 8 jours. 8 jours est un minimum. Est-ce un manque d'information? Mais il n'arrive pas à croire qu'à Bayonne, on pose déjà des prothèses de hanche en ambulatoire. Je pense que obligatoirement le patient a été sélectionné. C'est obligatoire parce que franchement, les patients, on les voit ici en prothèse totale de hanche. La majorité des gens, le lendemain, ils ont du mal même à être mobilisés au fauteuil. Et nous avons pourtant vérifié. Le patient de Bayonne n'était pas un cas exceptionnel. Mais pour l'hôpital public, généraliser la chirurgie ambulatoire est encore loin d'être rentré dans les mœurs. Et pourtant, ici, ils le savent bien, ça leur permettrait de faire de sacrées économies. Il suffit de monter 2 étages au sein de cet hôpital. Ici, il y a bien un service dédié à l'accueil des patients qui ressortiront le jour même. Il a quasiment des horaires de bureau. De 7h du matin, du lundi au vendredi, à 19h le soir. C'est pour Une opération. Oui, oui, dites-moi. Roméo Thomas. Venez, je vous installe. Dents de sagesse, végétation ou petite intervention à la main, ici on traite surtout des opérations légères. Comme aucun patient ne reste le soir, il n'y a que 5 personnes pour faire tourner le service. Merci. Très bien. Alors que ce service d'ambulatoire ferme ses portes à 19h, les autres secteurs de l'hôpital restent ouverts, toute la nuit. Après 21h, dans notre service d'orthopédie, une nouvelle équipe d'infirmières et d'aides-soignantes vient prendre le relais. À la 402, Madame S sera en retour à domicile demain. Le pansement est à faire. Elle va bien. Nouvelle relève à 6h du matin. Au total, 3 équipes se relaient 24 heures sur 24, week-end et jours fériés compris. Et il y a des majorations de salaire pour celles qui travaillent la nuit. Alors au moment de faire les comptes, le bilan est sans équivoque pour le directeur, car les 2 services ont les mêmes recettes et pas du tout les mêmes dépenses. Lorsqu'on arrive à basculer toute l'activité que l'on fait dans une unité d'hospitalisation complète dans une unité de chirurgie ambulatoire, on fait une économie de l'ordre de 200 à 300 000 euros. Si l'on en croit la Cour des comptes, auteur d'un rapport sur le sujet, la chirurgie ambulatoire représente un potentiel d'économie de 5 milliards d'euros par an. Un calcul basé sur l'hypothèse d'un taux de chirurgie ambulatoire de 80%. Alors l'hôpital public peut-il y arriver? À Draguignan, le meilleur score est à l'actif du service de gynécologie de Jean-Yves Dikelou.
Aujourd'hui, on fait très clairement 44% de nos actes chirurgicaux en ambulatoire. Tous actes confondus, cancérologie incluse. Et l'année dernière, c'était? L'année dernière, on était à 12% en gynécologie, entre 12 et 20%. Une énorme progression sur un an, mais l'hôpital de Draguignan aura bien plus de mal à atteindre le seuil des 80% d'ambulatoire. Pour arriver à un tel score, cela impliquerait de fermer de nombreux lits d'hospitalisation classique et de tailler dans les effectifs. En France, cela pourrait détruire jusqu'à 100 000 emplois selon les syndicats. C'est donc un dilemme pour le gouvernement. Faire des économies, certes, mais pas au prix d'une grande casse sociale. Du coup, d'ici 2016, seule une opération sur 2 devra être réalisée en ambulatoire. Cela pourrait permettre de réduire les frais d'hospitalisation de l'ordre d'1 milliard d'euros sur 3 ans. Mais nous sommes encore loin du compte, des milliards qu'il faut trouver pour sauver notre assurance maladie. Il y a une autre piste, plus facile et plus rapide, qui pourrait permettre d'économiser de l'argent, jusqu'à 450 millions selon la Cour des comptes. Ce serait de mettre fin dans le transport sanitaire aux abus et aux fraudes. Dans ce secteur, tout le monde a un peu tendance à se servir sur le dos de la bête, la Sécu. À Montdidier, dans la Somme. Bonjour, monsieur Pochet. Bonjour. Ça va? Ça va aller. Allez, je vous emmène. Richard Duquesne est ambulancier de métier. Et il y a 22 ans, il a monté une petite entreprise de transport sanitaire. Attendez, on va mettre la ceinture, c'est devenu obligatoire. Hein? Oui. Son quotidien, c'est de transporter des malades de leur domicile à un établissement de santé. Comme par exemple monsieur Pochet, chez le kiné. On va faire 7 km à l'aller, 7 km au retour, on en fait 14. Des déplacements payés par l'assurance maladie. En France, il y en a plus de 65 millions par an. Ça représente tout de même plus de 3,5 milliards de dépenses. Attendez, je vais vous ouvrir la porte, hein, je pense. C'est bien sûr nécessaire pour la plupart des bénéficiaires. Oh, bonjour jeune homme, tu vas bien? Bonjour Michel. Mais parfois, il y a des transports accordés de manière un peu trop généreuse et qui font les affaires des sociétés de transport, comme celle de Richard Duquesne. À Montdidier, il dispose d'une flotte d'une vingtaine de véhicules. À commencer par des ambulances, équipées pour des interventions d'urgence. Là, vous avez un brancard avec un système de table pivotant en haut ou en bas, ou tirer le brancard sur soi si demain il faudrait intuber ou pouvoir travailler autour du patient. Richard Duquesne possède aussi une dizaine de VSL, autrement dit des véhicules sanitaires légers. Il suffit de 3 détails pour qu'une voiture ordinaire bénéficie de cette pompeuse appellation. C'est une voiture normale, mais il faut une croix bleue, il faut la dénomination de la société du véhicule, attendez, une trousse de secours, voilà, être capable de faire les premiers soins en cas d'urgence en VSL. Et Richard Duquesne possède aussi des taxis, comme souvent dans les entreprises de transport sanitaire. Taxi, VSL ou ambulance, chaque véhicule a sa facturation propre. Un système un peu complexe qui va permettre bien des manipulations aux dépens de l'assurance maladie. Le plus cher, c'est l'ambulance, car c'est un véhicule plus onéreux à l'achat du fait de ses équipements, mais aussi parce qu'il nécessite 2 personnes qualifiées à bord. Richard Duquesne nous montre une facture pour un parcours de 66 km. Donc le montant du transport est de 247,14 €. En VSL, là le coût du transport était de 97,26 €. Pour le même trajet, les VSL et les taxis sont 2 à 3 fois moins chers que les ambulances, qui sont les véhicules les plus rentables de Richard Duquesne. Mais il ne peut rien tout seul. Tout le business de ce petit patron dépend d'un personnage clé, le médecin. Parce que là, on va être coincé au niveau des voitures. Car dans tous les cas, pour être transporté par l'un de ces véhicules, le patient doit obtenir une prescription médicale. Si le médecin l'a jugé nécessaire, le trajet se fera coucher en ambulance. Là, vous avez une deuxième prescription. Et s'il a mentionné transport assis, le patient voyagera soit en taxi, soit en VSL. Mais toutes ces prescriptions donneraient donc lieu à des fraudes
et des abus massifs. Et les premiers dans le collimateur sont les médecins. Ces professionnels qui ont la prescription un peu facile peuvent être repérés ici, au siège de l'assurance maladie, à Montreuil, dans le service de Pierre Finder, le directeur de la lutte contre la fraude. Cette jeune femme peut faire ressortir sur son ordinateur tous les médecins qui ont fait exploser les compteurs, qui ont prescrit bien au-delà de la moyenne. Donc là, on voit que ce médecin est très atypique. Il présente un nombre de transports d'une valeur de 2900 sur une période de 4 mois, pour une moyenne donc au sein du département, donc 197. Depuis le début de l'année, elle en a déjà repéré 45 qui sont allés aussi loin. Souvent, c'est une manière de faire plaisir à leurs patients, mais sur le dos de l'assurance maladie. Alors comment faire revenir ces médecins dans le droit chemin ? La technique, c'est de les obliger à demander la permission à l'assurance maladie avant de prescrire. C'est ce qui vient d'arriver à ces 45 médecins. Cette mesure, déjà appliquée une fois en 2009, est plutôt efficace. Nous avions mis 76 médecins sous accord préalable et nous avons obtenu 8 millions d'euros. On voit d'ailleurs sur ce graphique que les prescriptions de ces médecins mensuellement suivaient ce niveau-là, donc très élevé. Et en fait, la mise sous accord préalable arrivant ici, eh bien, on voit leur prescription chuter. Avec cette méthode, ils espèrent économiser seulement 5 à 10 millions d'euros. Il faut dire qu'ils ne ciblent que les abus les plus extrêmes. Il y a donc encore beaucoup d'économies à trouver, mais peut-être pas seulement chez les médecins. Bonjour, madame. À Paris, dans le 15e, le docteur Mouriès renvoie la faute aux sociétés de transport, en s'appuyant sur son cas personnel, car il a été épinglé pour avoir prescrit de manière excessive ce qui coûte le plus cher, le transport couché en ambulance. Oui. J'ai été contrôlé parce que la Sécurité sociale m'avait reproché que j'avais un taux de prescription d'ambulance de pratiquement 90%. Et comme je connais mes prescriptions, j'ai demandé à voir les bordereaux de transport. Et tous les bordereaux de transport avaient été corrigés de VSL. Ils avaient barré VSL et ils avaient mis ambulance. Selon lui, à Paris, certaines sociétés trichent en facturant plus lourdement l'assurance maladie avec des ambulances plutôt que des VSL. Ce serait une pratique courante. Alors, comme n'importe quel patient qui vient de se faire prescrire un transport sanitaire, nous avons appelé 4 sociétés d'ambulances parisiennes pour leur demander un transport en VSL. À Paris, tous les prétextes semblent bons pour nous en refuser un. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle pour savoir si vous auriez un VSL de disponible pour cet après-midi. Alors, un VSL, non, il n'y a plus de VSL sur Paris. Non, pas de VSL, on va pas écrire des ambulances. Pour aller de où, monsieur ? Bah, du 5e au 15e. Non, on y va, le VSL, il va pas jusqu'au 15e, monsieur. En revanche, on nous propose des ambulances. Et avec une prescription pour un seul transport assis, ça peut tout de même s'arranger. Comment on fait pour le bon de transport ? Je comprends pas. Bah, nous, quand on va arriver à la consultation, donc on demandera donc à la consultation qu'ils nous fasse le bon transport en ambulance. Souvent, moi, je fais remplacer des bons transports en VSL, en ambulance. Il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont sympas, les médecins. Il faut simplement leur dire qu'il n'y a plus de VSL et qu'un taxi, je veux dire, c'est un peu difficile, quoi. Cette fraude ordinaire, cela permet aux sociétés d'ambulances de gagner davantage sur le dos de la Sécu. Mais pour ces entreprises de transport sanitaire, il y a moyen de toucher plus d'argent de l'assurance maladie sans même tricher. Richard Duquesne, l'ambulancier de Montdidier, l'a bien compris. Il lui suffit de profiter des failles du système. Ce matin-là, il a affecté une employée au transport d'un patient en VSL de son domicile jusqu'à un centre de rééducation distant de 46 km. On va en retard. Mais le soir, c'est son chauffeur de taxi qui prend la course et ramène le même patient à son domicile. Et cette fois, ça lui rapporte davantage. Facture à l'appui. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, ce monsieur, il a été emmené ce midi en VSL et le montant de la facture était de 37,58 €. Et ce soir, j'ai pris mon taxi pour aller rechercher le monsieur
Et là, j'ai facturé à 53,91 € à la caisse. Et ça fait une différence de combien? Ça fait une différence de 16,33 €. Donc vous avez plutôt intérêt à aller le chercher ou l'amener en taxi tous les jours. Voilà, tout à fait. Ça veut dire que si je voudrais, je pourrais l'emmener en taxi pour gagner beaucoup plus. Mais vous, ça vous arrive d'être malin de temps en temps et d'essayer de... Je pense que tout chef d'entreprise est plus ou moins malin. Voilà, c'est ça. Voilà, j'aurais fait... Dans certains cas, c'est le VSL qui coûte le plus cher, et sur d'autres courses, c'est le taxi. Richard Duquesne peut donc astucieusement utiliser et facturer à l'assurance maladie l'un ou l'autre en fonction de son intérêt. C'est parfaitement légal. Une combine à laquelle recourent plusieurs centaines de petits patrons de VSL et de taxis en France, chaque jour, au détriment de l'assurance maladie. Des réformes s'imposent donc de toute urgence, dans le transport sanitaire comme dans les hôpitaux publics, si l'on veut continuer à être aussi bien soigné, sans creuser le trou de la Sécu.